Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, parlons du Covid évidemment. Combien de classes fermées aujourd'hui ? On est à un tout petit peu plus de 3000 classes fermées, donc ça s'est stabilisé à ce chiffre en cette fin de semaine. Un peu plus de 3000 classes fermées, forte hausse plutôt, forte hausse du Covid, des cas de Covid. École élémentaire, collège, lycée, puisque maintenant il y a un nouveau protocole, il y a une. Oui. Le sujet se pose. On ne ferme pas une classe quand. Quand je dis des classes fermées, je parle de l'école primaire, puisque comme vous le savez, dans l'enseignement secondaire, il y en a très peu. Il y en a très peu du fait que les enfants sont vaccinés à 80% maintenant, enfin les adolescents. Les plus de 12 ans, et c'est d'ailleurs nous sommes un des pays d'Europe qui a le plus vacciné les plus de 12 ans, et nous pouvons en être heureux et fiers. Ça veut dire plus de 80% de nos élèves des collèges et lycées qui sont vaccinés, et donc des problèmes plutôt à la marge dans l'enseignement secondaire. Donc c'est à l'école primaire que évidemment les choses se posent le plus, puisque les enfants ne sont pas vaccinés. Et là, le nouveau protocole que nous avons, qui comme vous le savez fait que on ne revient que si on a un test négatif. Oui. Eh bien, ce nouveau protocole fait qu'on ferme moins de classes que précédemment, mais en même temps, on fait beaucoup plus de tests. On fait 6 fois plus de tests. Vous vous rendez compte ? Les enfants avaient 3 fois moins de tests que les adultes avant les vacances de la Toussaint, et depuis le retour, c'est 3 fois plus de tests que les adultes. Oui, même si on manque d'équipes mobiles de laboratoire. Hein. Oui, enfin, il y a d'un côté les équipes mobiles qui représentent environ 200 000 tests par semaine, et puis de l'autre, les tests faits par les parents. C'est moins que prévu quand même, les équipes mobiles, mais bon. Non, les équipes mobiles, c'est parce que on en propose 400 000 et on en fait 200 000 parce qu'il y a 50% d'acceptation par les parents. Et donc on voit bien que la nouvelle méthode est vraiment très complémentaire, parce que là, par contre, les parents sont très motivés pour le faire, puisque c'est ça qui conditionne le retour à l'école. Alors, protocole sanitaire niveau 3, à partir d'aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire port du masque pour les enfants à l'intérieur comme à l'extérieur dans les cours de récréation, sport collectif restreint, ça veut dire quoi à la cantine ? Bien, la cantine, c'est une classe à la fois. Oui. Donc et rappelons que quand vous dites protocole 3, c'est pour l'école primaire. Hein. Pour l'école primaire, oui. L'enseignement secondaire, justement toujours grâce au vaccin, reste en protocole 2. Et donc effectivement, c'est une classe à la fois à la cantine, port du masque dans toutes les circonstances, y compris pour l'éducation physique et sportive, et puis des infections accentuées. Donc ça, c'est les collectivités locales qui sont en train de s'adapter à cela, mais elles sont habituées. Dans les périodes précédentes, on a eu des adaptations de ce genre. Les sorties scolaires ? Les sorties scolaires obéissent au principe. Une classe qui va aller au théâtre ou elles sont pas dans un musée ? Elles sont toujours plutôt restreintes, malheureusement. D'autant plus que nous sommes en train de prendre des mesures indépendamment de la crise Covid, vous savez, avec le pass culture, qui vont faire qu'on va plus financer dans le futur les sorties scolaires à partir du mois de janvier, mais espérons que les conditions sanitaires dans les mois à venir permettront de tirer bien pleinement parti de cela. Mais aujourd'hui, elles sont évidemment plutôt restreintes. Ceci étant, quand une classe se déplace dans un milieu où il n'y a pas d'autres personnes, alors il n'y a pas de restrictions spécifiques, si ce n'est le fait évidemment de porter le masque et de respecter tous les gestes barrières. Alors vous l'avez décidé, Jean-Michel Blanquer, les vacances de Noël ne seront pas avancées, mais si l'épidémie s'aggrave, est-ce qu'on repoussera le retour à l'école ? A priori non, mais sur ces sujets-là, je n'exclus jamais rien. Oui, mais je ne veux pas que vous titriez après. Je n'exclus pas parce que c'est pas l'hypothèse privilégiée. Il faut vraiment le dire. Oui. Mais je dis toujours aussi sur ce type de sujet que on est pragmatique, on regarde ce qui se passe et donc nous verrons. Mais évidemment, d'abord, je ne le souhaite pas, et ensuite, je ne pense pas que ce sera nécessaire. Le vaccin efficace, vous l'avez dit, chez les collégiens, chez les lycéens, efficace contre la maladie. Tout le monde le sait. Est-ce qu'on ne doit pas en arriver ? Parce que le pass sanitaire, très bien, ça a permis la vaccination, mais il arrive peut-être au bout du chemin, si je puis dire. Est-ce qu'on ne doit pas passer au pass vaccinal aujourd'hui ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la méthode du pass sanitaire a été une réussite. Ce qu'a décidé le président de la République au mois de juillet, a permis à la France d'être un des pays les plus vaccinés, et sur un mode non obligatoire. C'est quand même une victoire à double titre, puisque quand on rend les choses obligatoires, c'est qu'on n'a pas vraiment essayé toutes les autres solutions. Or, on a essayé autre chose, le pass sanitaire, et ça fonctionne. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, parfois, on sent certaines limites, puisque on est obligé justement de durcir. Et puis, quand j'entends, par exemple, ce professeur de médecine de Toulouse qui dit que 90% de ses patients en réanimation sont des non-vaccinés, d'abord, ça fait mal au cœur pour les personnes en question, puisqu'on se dit, bon sang, mais si elles s'étaient vaccinées, on n'en serait pas là. Puis ça fait mal au cœur pour notre nation, notre pays, puisque... Et le personnel pour le personnel, pour tout le monde. Donc c'est vrai que, déjà, à votre micro, ce qu'il faut dire, c'est, mais vaccinez-vous, quoi. Moi, je
je connais récemment un proche qui est mort, malheureusement, il était anti-vaccin, et il est mort. Donc il faut le dire, c'est quelque chose de très grave pour les personnes concernées, mais aussi pour le reste de la population. Journée nationale de la laïcité. Aujourd'hui, les atteintes au principe de la laïcité dans les écoles, collèges et lycées. Quels sont les chiffres ? Alors là, nous avons pour ce trimestre eu 610 signalements qui sont remontés. Ce sont des chiffres qui sont à peu près plus stables, importants quand même par rapport au trimestre précédent. Tout à fait, c'est légèrement en hausse, avec deux raisons que l'on peut indiquer. D'abord, l'hommage à Samuel Paty a fatalement été l'occasion pour certains de montrer leur non-respect de la laïcité. Donc ça a été signalé et sanctionné. Par ailleurs, nous sommes de plus en plus fort et je dirais affirmatif sur le fait de signaler, et donc il y a forcément plus de signalements. Quand on regarde à l'intérieur de ces signalements, le point intéressant, c'est qu'il y en a un peu moins à l'école primaire que précédemment. Il y en a plus au collège. Il y en a plus, ça a augmenté au collège et baissé à l'école primaire. C'est intéressant à regarder parce que précédemment, dans les trimestres précédents, nous avions constaté une montée à l'école primaire. Chose qui m'inquiétait beaucoup parce que concrètement, ça signifiait soit de l'agressivité de parents d'élèves vis-à-vis du corps enseignant, soit des élèves finalement endoctrinés à la maison et qui, en classe, faisaient l'apologie du fondamentalisme ou qui refusaient telle ou telle activité. Eh bien, ces sujets-là, nous les prenons à bras-le-corps. Ce qui est très important, Jean-Jacques Bourdin, c'est de dire que depuis le début, depuis que j'ai pris mes fonctions, nous n'avons rien lâché sur la laïcité. Nous avons défini les normes avec la création d'un conseil des sages de la laïcité. Nous avons créé des équipes. Nous avons maintenant une formation systématique de tous les professeurs qui maintenant part sur tout le pays pour concerner tous les professeurs de France. Et nous avons une culture du signalement maintenant qui est installée et qui est faite pour lutter contre ce phénomène. Il n'y a pas de fatalité. Et d'ailleurs, j'observe que dans certains endroits, nous réussissons à gagner du terrain. Est-ce que la situation est bonne pour autant? Non. Et c'est pour ça qu'il faut ne rien lâcher, tout simplement. Ne rien lâcher, oui, mais j'ai quelques questions. Lors de la commémoration, après l'assassinat de Samuel Paty, 1 an après l'assassinat de Samuel Paty, combien d'incidents? Alors, sur le moment, on en a vu 98. Et aujourd'hui, quand on prend du recul sur tout cela, c'est-à-dire des incidents qui ont pu avoir postérieurement et les signalements qui se sont faits avec du retard, on est autour de 200. Donc, 200 signalements liés à l'hommage lui-même. Et encore une fois, essentiellement au collège. Essentiellement au collège, c'est vrai. Oui. Évidemment, ils ne sont pas tous de la même gravité. Donc, ça, c'est quand on agglomère tout. Il y en a une dizaine qui étaient particulièrement graves, mais tous ont fait l'objet de suivi, parfois même avec les familles, parfois de signalements d'ailleurs aux cellules de lutte contre la radicalisation que nous avons créées à l'échelle des départements. Et ceci donc nous permet de montrer que la République est ferme sur ces sujets. Il n'y a pas de laxisme sur ces questions. Le phénomène existe, bien sûr, chacun le sait, et je suis le premier à le dire et à l'avoir dit depuis longtemps. Mais nous ne faisons pas que le constater, nous agissons. Il y a une réalité. Je regardais, et on va en parler ensemble, je regardais l'étude de l'IFOP pour la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, 1006 lycéens interrogés. Regardons certains chiffres, pas tous, mais certains. 40% des lycéens estiment que les normes et règles édictées par leur religion sont plus importantes que les lois de la République. Oui. 40% des lycéens. Et parmi ces 40%, il y a 30% de catholiques et 65% de musulmans. Oui. Vous vous rendez compte, bien 40% des lycéens qui pensent que la loi religieuse prime sur la loi de la République. Alors d'abord, il faut remercier la LICRA de faire de tels sondages, parce que moi, j'ai toujours été partisan de regarder les réalités en face. Donc je ne suis pas vraiment surpris par les résultats, parce que j'ai toujours dit qu'il y avait un phénomène. J'allais dire, Dieu sait que j'ai été critiqué sur ces sujets, qu'on a considéré que parfois que j'exagérais ou que j'en faisais trop. Non, il faut être lucide, regarder. D'ailleurs, ni exagérer ni minimiser, parce qu'il y a de toute façon une République qui est là, qui est forte, des élèves qui ont besoin qu'on leur explique certaines choses. Après, il y a des élèves, à l'intérieur d'une telle réponse, il y a aussi ceux, vous avez le droit dans votre fort intérieur d'être très religieux, c'est tout à fait, ça s'appelle la liberté de religion, la liberté de la foi, heureusement, c'est ce que notre République garantit justement. Et puis, il y a tout simplement que dans la vie collective, c'est évidemment la loi de la République qui prime. Autre chiffre, 61% des lycéens pensent qu'il est justifié de montrer des caricatures se moquant des religions afin d'illustrer la liberté d'expression. 61%, c'est beaucoup ou peu ?
C'est toujours trop. C'est-à-dire Non, 61% pensent qu'il est justifié. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est trop. Je pensais en creux aux 49% qui pensent différemment. Aux 39, oui, pardon. Oui. Eh bien, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que, si vous voulez, c'est l'histoire du verre aux 3/4 plein ou au quart vide ou de tiers plein, de tiers vide. Et tiers vide, c'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui de s'appuyer sur ce qui est évidemment encore fort et solide dans notre République. C'est-à-dire que l'immense majorité de la population, y compris nos compatriotes de confession musulmane, évidemment, est convaincue de la pertinence de la laïcité, que la laïcité, ça nous garantit la liberté, le respect des uns par les autres, la liberté de religion, la neutralité des services publics, des choses qui sont précieuses au dernier degré. Eh bien, l'immense majorité de nos concitoyens sont totalement convaincus de ça. Donc il ne faut pas non plus être dans une sorte de panique ou d'exagération, il faut être dans la sérénité et sur ce socle qui est solide, ne rien lâcher vis-à-vis de ceux qui, minoritaires, cherchent sans arrêt à donner des coups de boutoir dans la République, dans la laïcité. Et donc, je me trouve très ferme par rapport à ça, au travers des différentes mesures que nous prenons. On va parler de certaines mesures que vous allez prendre. En plus, 8% des lycéens ne condamnent pas l'assassinat de Samuel Paty. 8% des lycéens, 13% des lycéens musulmans et 5% de lycéens catholiques. Oui, on retrouve ce que l'on disait, c'est-à-dire il y a en effet une petite minorité qui est à la dérive sur le plan de sa vision du monde et de sa grille de lecture. Donc, une fois que l'on sait ça, il faut avec lucidité lutter contre ce phénomène. Parfois, ces personnes-là, ces jeunes-là, qui sont encore dans une période de formation de leur esprit, ils doivent sentir que la République est forte, qu'on ne laisse pas ce type d'idéologie se développer, l'apologie du terrorisme, l'apologie de la supériorité de l'homme sur la femme, des choses de ce genre. Eh bien, ces choses-là, en fait, ne sont pas acceptées dans notre système scolaire, et le message est parfaitement clair, et aujourd'hui nous nous sommes donné les moyens humains en particulier, de faire en sorte que ça cesse. Et tout acteur de l'éducation nationale, professeur ou autre, sait ou doit savoir que l'institution est là pour le soutenir ou pour la soutenir chaque fois qu'il y a des faits qui vont à l'encontre des valeurs de la République. Dernier chiffre avant de passer aux actes, 19% des lycéens souhaitent que soient servis des menus conformes à leur religion. 19% des lycéens, c'est tout de même assez important. Encore une fois, une petite minorité. Et cette minorité doit savoir que c'est pas... Oui, c'est ça. Et bien, elle doit avoir une réponse ferme, claire, sereine, nette, précise, qui dit non. Pas de table organisée en fonction de la religion. Non, par exemple. Bien sûr que non. Ça existe pourtant. Pas de WC séparés. Après qu'il y ait des tentations chez certains élèves de se regrouper par communauté, ça existe bien entendu, et c'est ce que constatent bien des gens. Et donc c'est contre cela qu'on doit lutter, précisément par la mixité dans les établissements, par notre façon de parler de ces sujets, par l'esprit de fraternité, par les projets que l'on a, par le fait de mieux se connaître les uns les autres. Bref, qui est tout à fait le projet de l'école républicaine. Eh bien, c'est contre cela qu'on doit lutter, évidemment. Formation obligatoire de tout le personnel des écoles publiques à la laïcité, c'est ce que vous allez annoncer? Oui, on l'a enclenché, ça y est. Vous savez, il y a formation obligatoire. Rapport d'un inspecteur général honoraire bien connu sur ces sujets, Jean-Pierre Aubin. J'ai retenu toutes les conclusions de son rapport. L'une des conclusions, c'est la formation systématique, non seulement des futurs professeurs, ça nous le faisions déjà, mais maintenant de tous les professeurs qui sont déjà en poste, donc 850 000 professeurs de France, qui ont vocation à suivre au cours des temps qui viennent des formations donc laïcité. Les contractuels. J'ai moi-même introduit ce cycle en parlant aux 1200 formateurs de l'ensemble de ces professeurs, qui ont eux-mêmes une vision commune, claire, nette, précise, fixée par le Conseil des sages de la laïcité, et qui est une vision, encore une fois, nette et précise de la laïcité, sans fioriture. Autre mesure? Alors, des mesures, il y a le fait que nous avons désormais auprès de chaque recteur ce que nous appelons le carré régalien, c'est-à-dire des équipes dédiées sur 4 sujets: les valeurs de la République et la laïcité, la lutte contre la radicalisation, les violences et le harcèlement. Sur ces 4 sujets, vous avez les rectorats qui interviennent dans les établissements chaque fois qu'un établissement le demande. Chaque fois qu'on se sent un peu en difficulté par rapport à ces sujets, normalement, le mieux c'est d'arriver à le régler en interne. Parfois ça n'est pas possible. Eh bien, une équipe vient, et encore une fois, la force reste du côté du droit, et la République s'affirme forte et sereine. Bien, 3 choses. Est-ce que l'on va interdire les horaires différenciés selon les genres dans les piscines?
Je crois que c'est l'une des mesures qui va être annoncée. Vous savez, la loi confortant les principes de la République a évidemment traité la question du sport. Oui. Le sport, c'est vrai, peut être l'occasion d'une sorte d'entrisme communautariste. Et c'est la tentation que du fondamentalisme arrive par le sport. Et évidemment, nous n'en voulons pas. C'est pourquoi on a créé les contrats d'engagement républicains. Et on ne doit pas arriver à de la différenciation hommes-femmes ou à des manifestations de prosélytisme au travers du sport. L'exemple typique, c'est ce qu'a fait à juste titre la Fédération française de football. Elle a, dans son règlement intérieur, prévu qu'on ne pouvait pas porter le hijab dans des équipes de football féminines. J'ai vu qu'une association fondamentaliste attaquait cela devant le Conseil d'État. La Fédération française de football et Noël Le Graët savent très bien qu'ils ont mon entier soutien. J'en ai parlé d'ailleurs avec le président Le Graët, parce que le sport ne doit pas être la porte d'entrée des fondamentalismes. Donc pas d'horaire réservé en fonction du genre dans les piscines. En tout cas, c'est ma préconisation. Après, vous avez parfois des municipalités qui ont le pouvoir en la matière et qui sont tentées d'aller dans ce sens. Et évidemment, il faut condamner cela. Bien. J'ai un mot au passage. Tiens, le droit de vote à 16 ans, vous êtes favorable ou pas ? Non, mais je pense par contre qu'on doit avoir des phénomènes d'engagement à 16 ans. C'est pour ça qu'on a. Je pense que c'est. Vous savez, il y a le moment où vous êtes un enfant et un adolescent, puis le moment où vous devenez un adulte. L'école, avec la famille, vous aide à passer ces différents stades. Et c'est tout des rites de passage, d'une certaine façon, de la vie. Et il est très important que le civisme soit l'une des choses les plus importantes que nous transmettions à nos enfants. Et ce civisme, c'est cela qui va vous permettre d'être un électeur à 18 ans. Auparavant, vous avez du civisme sous d'autres formes que le suffrage. Et notamment maintenant le service national universel à 16 ans. D'ailleurs, tout le monde peut encore s'inscrire, j'en profite pour le dire. Tous les jeunes de 16 ans qui nous écoutent ou leurs familles doivent le savoir. Puisque le SNU, ça permet justement d'avoir une semaine où on est tous ensemble, là aussi avec de la mixité sociale, la mixité des provenances géographiques et de tous ordres. Et on fait société, on fait république, on fait France ensemble. Et on apprend toute une série de choses sur le secourisme, la sécurité civile, l'amour de notre pays, son esprit de défense, etc. Et donc c'est moi aussi au travers du collège et du lycée que je souhaite que de plus en plus on ait des encouragements à l'engagement. C'est comme ça qu'on a créé des éco-délégués, des classes avec la gendarmerie, la police, les pompiers, bref, toutes ces choses qui doivent faire que nos enfants s'engagent dans leur pays et puis un jour, ils arrivent à maturité, à 18 ans, ils peuvent voter puisqu'ils ont eu ce sens de l'engagement. C'est en tout cas l'idéal qu'on doit avoir et cet idéal est en réalité très concret. Jean-Michel Blanquer, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, mais vous avez en charge les sports aussi. Les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne et d'autres pays décident de boycotter diplomatiquement les Jeux Olympiques d'hiver 2022 qui se tiendront à Pékin. Est-ce que la France va boycotter ? Il y a deux sujets. Il y a ce que nous disons sur la Chine d'une part et notre attitude sur les manifestations sportives d'autre part. Sur la Chine, la France est sans ambiguïté. Nous avons condamné, par exemple, les phénomènes de persécution de minorités comme les Ouïghours, les violations des droits de l'homme. J'ai dit mon inquiétude par rapport à cette joueuse de tennis pour laquelle nous avons encore de larges inquiétudes sur ce qui lui arrive. Encore donc, et toujours. Là aussi, c'est pareil. Nous devons être fermes, nets, clairs sur le fait que nous n'acceptons pas. Nous allons en Chine. Mais le sujet du boycott des Jeux Olympiques, c'est une autre histoire. Parce que boycott diplomatique. Est-ce que la France va boycotter diplomatiquement ? La France ne le fait pas. Et de façon générale, ne le fera pas. Vous savez, si on doit non, maintenant mais attendez, je voudrais que la réponse soit claire. Elle l'est. Si je viens de dire, est-ce que la France ne le fera pas. La France ne le fera pas, mais je tiens à dire que nous devons toujours être très attentifs sur le rapport entre sport et politique. C'est un rapport d'ailleurs avec ce que je disais précédemment. Le sport est un monde en soi qui doit être préservé au maximum des interférences politiques. Sinon, ça peut partir dans n'importe quelle direction. Et on finira par tuer l'ensemble des compétitions. Donc, il faut condamner les violations des droits de l'homme en Chine, parce qu'il y en a et elles doivent être condamnées. Je sais le faire, je l'ai fait d'ailleurs largement avant d'être ministre. Maintenant, il faut savoir, s'agissant des compétitions sportives, avoir l'attitude adéquate et adaptée. Cela dit, je n'irai pas à Pékin en tant que ministre des Sports. Roxana Maracineanu ira, de même Sophie Cluzel ira au titre des Jeux paralympiques, mais nous aurons des messages qui sont clairs sur le plan politique. Alors, dernier point, après le match de foot OL-OM, les sanctions, un point retiré à Lyon, le match à rejouer à Lyon à huis clos, ça ne vous concerne pas directement. En revanche, des décisions seront prises.
Si, oui, bien sûr, nous dans sommes quelques jours. là de nouveau. Il est très important que les acteurs du sport soient responsabilisés sur ce type de phénomène. Ils le sont, mais il est important que les pouvoirs publics, que nous sommes, soient en appui des mesures qui doivent être prises. Et ces mesures doivent être extrêmement fermes. Qu'est-ce que vous allez décider ? D'ailleurs, il y a une spécificité du football que je veux signaler. C'est un phénomène qu'on trouve dans le football, et presque pas dans les autres sports. Et nous devons mettre fin à ce type de réalité, d'autant plus que quand on veut, on peut. Et c'est pour cela qu'avec Gérald Darmanin, avec Roxana Maracineanu, on a vraiment décidé, en partenariat avec les acteurs, et notamment la Ligue, de changer la donne dans les temps qui viennent, parce que c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous allez changer pour tout le monde. Eh bien, nous donnerons les mesures dans quelques jours. Une mesure, par exemple. Il faut d'abord avoir un contrôle individuel des gens qui s'adonnent au hooliganisme, beaucoup plus serré. Donc il y aura des mesures à prendre, mais ça, je laisse le ministre de l'Intérieur le dire. Il y a aussi tout ce que nous devons faire en matière d'encadrement de ce qu'on appelle le supporterisme. La Roxana Maracineanu a dit des choses très claires ces derniers jours, y compris, là aussi on retrouve les enjeux de civisme, si vous voulez, pour qu'il y ait une façon d'être au stade que l'on connaît bien d'ailleurs, quand vous qui aimez le rugby. Moi j'aime le rugby et le foot, j'aime les deux sports. Moi aussi, je suis... mais j'enverrai quand même mon enfant au foot. Moi aussi. Contrairement à ce que dit Roxana Maracineanu. Ah non, mais moi j'encourage le football, oui, ça y a aucun doute. Mais et j'aime être dans un stade de football. J'aime le tonus qu'il y a dans un stade. Et le tonus doit être bon enfant, le tonus doit être dans le soutien des équipes. De nouveau, c'est pareil. Et qui doit décider de l'arrêt d'un match ? 99% des gens pensent comme ce que je viens de dire. Le problème, c'est le 1% qui gâche tout. Eh bien, on va lutter contre ce 1% avec la fermeté totale. Qui doit décider de l'arrêt d'un match. Bien sûr. Une autre instance. Elle peut s'appuyer sur mais c'est l'arbitre qui décide. Mais c'est toujours important d'avoir un pouvoir de décision qui soit quand même clair et net. Merci Jean-Michel Blanquer d'être venu nous voir à 8h54. Merci à vous.